Salut tout le monde, du coup je suis Mathieu Lépiné, je suis cofondateur de EcoOS dont Jonathan a parlé tout à l'heure. J'aimerais savoir déjà s'il y en a ici qui font du JavaScript, tous quasiment, cool. Et aussi, est-ce que vous avez déjà vu, ou depuis pas longtemps, vous avez vu des fonctions avec des étoiles quelque part dans le code? Est-ce que vous savez c'est quoi? Ok, cool. Du coup, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi ces nouvelles fonctions avec des étoiles qu'on commence à trouver un peu partout et qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Ça s'appelle les fonctions génératrices, donc les generators. Ouais, ça marche pas. Ah non, c'était le mauvais bouton. Bon. En gros, pour vous expliquer la différence entre une fonction classique, on va dire, et une fonction étoile. Une fonction classique, quand elle est exécutée, elle commence par la première ligne et elle se termine à la fin ou au premier return. Une fonction étoile, elle commence à la première ligne et elle va s'arrêter de s'exécuter au premier yield. Et en fait, la référence qu'on a de cette fonction, du coup, elle retourne un itérator. Ce qui fait que on peut exécuter du code dans une fonction, récupérer la valeur qui a été retournée dans le premier yield, et ensuite, il peut se passer plein de choses dans votre application, avoir de l'asynchrone, etc. On appelle le next sur notre generator et ça va continuer d'exécuter le code jusqu'au prochain yield. Donc ça c'est le principe de base, on va dire, des fonctions étoiles. C'est que contrairement aux fonctions normales, elles ne s'exécutent pas en entier. Elles sont toujours en train d'attendre en fait d'être exécutées, d'être itérées dessus, on va dire. Je ne sais pas si itérer ça veut dire quelque chose en français, mais on s'est compris. Du coup, je vais vous montrer quelques petits exemples parce qu'il y a plein de façons de jouer avec ces fonctions comme ça. Je vais essayer de vous montrer quelques petits exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais c'est difficile de vous montrer un use case réel parce qu'il faudrait toute une application. En fait, il n'y a pas vraiment de use case d'un petit générateur comme ça. Je vous en parlerai plus tard à quel endroit je les utilise. Mais voilà, je suis désolé, ça va être difficile de vraiment comprendre le use case parfait. Vous n'allez pas sortir de là et dire je vais utiliser ça demain direct. Mauvais côté. Donc ça, c'est une autre une addition à la syntaxe. Donc on a parlé des fonctions étoiles, on a parlé du yield et il y a aussi les yields étoiles. Donc en gros, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand on fait un itérator next, ça retourne toujours un objet avec la valeur du coup qui a été retournée dans le yield et avec un done à false ou à true. En gros, si c'est le dernier yield, il y aura le done à true. Enfin, si on est après le dernier yield. Là, pour vous montrer un petit exemple simple, on a un itérator, on a une fonction génératrice 1 et une fonction génératrice 2. Et le code, il est tout simple. C'est que on fait le premier next qui va nous retourner le premier yield. Et en fait, le yield étoile, on lui dit les prochains next sur mon itérator premier, il va aller à l'intérieur de l'autre fonction génératrice qu'on a mis dans le yield. Du coup, là tout simplement, en gros, en faisant le next 6 fois, on retourne d'abord celui-ci, ensuite on va à l'intérieur, on exécute ce code-là, prochain next, etc., etc., on en ressort celui-ci, et après le dernier next, il a la value undefined, il le donne à true. Et si on met pas l'étoile ?
Si on met pas l'étoile, C'est 1, 2, 6, 1, 2, 5. si on met pas l'étoile, c'est une bonne question, je vais réfléchir à ce que ça ferait. En gros, on aurait le 1. Ensuite, ce yield retournerait la référence d'une fonction, en fait. Donc en gros, on aurait le 1. Ici, on aurait value égale fonction. Et ensuite, on aurait 5. Pas objet, value égale. Si, on aurait value, deux points, la référence de G1, en fait. Et c'est grâce aux étoiles que justement on lui dit d'aller à l'intérieur. Oui, il y a une autre chose avec les... on va y arriver à comprendre. En gros, ces fonctions génératrices, lorsqu'on appelle le next, on peut passer un paramètre qui va remplacer comment on appelle ça, on va dire ce que le yield retournait avant. Donc, il retournait cette formule-là, c'est le i fois 10. Mais la deuxième fois qu'on va l'appeler, au lieu de retourner ce qu'il y avait entre parenthèses, on va rappeler cette generator function avec 10 en paramètre ici. Ensuite, dès qu'on va rappeler la fonction génératrice avec le next et avec encore un autre paramètre, ça sera le deuxième yield qui aura à la place de toute cette formule-là un 5 en fait. C'est pour ça que là, on a appelé la generator function avec 10 en paramètres. Donc là, on lui fait quoi? On lui fait 5 fois... non, pardon. J'ai oublié un truc. On a passé 10 en paramètres, on fait 10 fois 10. Et vu qu'on est déjà dans un yield, ça sort directement de la fonction et on récupère le 100 ici. L'assignation, en fait, elle se fait après. Vu que le return, on va dire, il est là. Donc ensuite, quand on rappelle cette fonction avec un 10, encore une fois, c'était peut-être pas la meilleure idée d'avoir repris un 10. Là, cette fois-ci, on va continuer, donc on va assigner le j. On va le faire 5 fois 10 en fait. C'est tout ça qui est passé par ce paramètre-là. Donc j égale 5 fois 10, donc on a 50. Et là, du coup, on va avoir 2 fois 50, c'est 100, divisé par 4. On est dans le yield, du coup, ça retourne le 25. Ensuite, du coup, l'assignation n'est pas encore faite. C'est au prochain next qu'on continue à exécuter le code. On assigne le k avec le 5. Donc k est égal à 5. Et là, tout simplement, on avait tout à l'heure le premier 10. Donc 10 plus j qui était égal, je ne me rappelle plus, quelque chose, etc. et le k qu'on vient d'avoir assigné à 25 du coup. Voilà, ça c'était pour vous montrer un peu, en vous torturant, pour vous montrer comment est-ce on peut passer aussi des paramètres dans ces yields, dans ces fonctions génératrices. Là, depuis tout à l'heure, je vous ai montré que des exemples qui retournaient des chiffres ou enfin des variables simples. Mais en fait, dans ce yield, on peut y mettre, ici c'est une différence parce qu'on avait l'étoile, mais dans les yields comme ça, on peut y mettre n'importe quoi. Ça peut être une fonction qu'on exécute qui va retourner quelque chose. Du coup, on récupérera ce que la fonction a retourné. On peut y faire retourner une promise. Du coup, on pourrait avoir par exemple, je sais plus si je l'ai fait, non. On pourrait avoir notre premier yield qui exécute une fonction qui retourne une promise. Du coup, notre console.iterator.next.value il serait égal à la nouvelle promise, donc on pourrait faire un point zen et après faire d'autres codes et après renvoyer un next pour continuer l'exécution à l'intérieur de notre fonction génératrice. En fait, ça paraît compliqué parce que c'est pour
c'est fait pour justement résoudre ce problème de code asynchrone qui part dans tous les sens. Là, on a l'impression que ça part dans tous les sens, mais au final, cette syntaxe-là, elle nous permet d'avoir du code asynchrone dans un seul même bloc et d'oublier toute la logique externe à ce bloc-là, ce qui fait qu'on peut avoir des fonctions super faciles à tester, alors qu'elles sont dépendantes de plein de choses asynchrones. On a juste à envoyer tous nos next à la suite dans notre suite de tests et tester exactement si ce next-là, je l'ai passé paramètres, etc. Bref, des tests unitaires. Asynchrone, beaucoup plus simple grâce à ça. Avant, on avait peut-être des promises là, déjà 5 await là. Généralement, c'est un morceau de code qui commence ici, un autre qui finit là. Et c'est assez compliqué à suivre et à tester surtout. Et là, du coup, la logique qui est dépendante de tous ces calls asynchrones peut être dans un seul même bloc. Voilà, je vous ai dit que c'était pas facile à vraiment comprendre un use case concret. Moi, j'utilise beaucoup cette syntaxe-là dans un package qui s'appelle Redux Saga. Je ne sais pas s'il y en a qui font du React et Redux. Ok, bon, il n'y en a pas beaucoup, tant pis. Mais en gros, donc Redux, c'est une librairie pour, en étant vulgaire, c'est une grosse variable globale pour gérer tout notre état de notre application React. Et parfois, ces variables globales, elles vont être modifiées par des calls API, et on peut avoir un clic sur un bouton qui va faire ce call API, qui, quand on va recevoir la réponse, on va mettre à jour cette variable-là, qui va mettre à jour ça, etc. On va avoir des side effects. Et Redux Saga, il nous permet de centraliser tous ces side effects dans des fonctions génératrices, et du coup de pouvoir tester des workflows compliqués d'action Redux dans une seule saga, et d'après de pouvoir rédiger des tests surtout de Redux Saga. Et voilà. Désolé de vous avoir perdu.